Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans un Ciné Critique, ça a beau être la Saint-Valentin, non, je ne vais pas vous parler d'une comédie romantique. Voilà, faut dire que la semaine a été chargée, j'étais pas mal épuisé hier soir quand je me suis lancé ce film, et une comédie romantique en mode divertissement, te libérer l'esprit et vider le cerveau, ça passe ou ça casse. Alors j'ai décidé de me faire un film divertissant que j'avais coché depuis un petit moment, quelque chose que je devais voir depuis bien 1 ou 2 ans même d'ailleurs, c'est Kiss Kiss Bang Bang, le premier film derrière la caméra de Shane Black, sorti en 2005. Alors à l'époque, Shane Black c'était tout sauf un novice. Le gars il était connu pour avoir écrit ou coécrit ou scénarisé des gros blockbusters ou autres films cultes tels que Predator, Last Action Hero, donc un grand ami de John McTiernan, mais aussi L'Arme Fatale 1 et 2. Voilà. Donc il s'y connaissait pas mal en films d'action, un peu comique aussi parfois, et c'est ce qu'il nous fait ici. Une comédie d'action, une comédie policière, certes oui, on pourrait attendre à ce que ça soit très proche de ce qu'il avait pu coécrire avant. Oui, on reconnaît sa patte d'humour et tout quand même, mais là ça va beaucoup plus loin dans la déstructuration, dans le déluré, dans le parodique. Et c'est assez étonnant qu'il choisisse de faire son premier film en tant que tel, avec peut-être même une certaine critique des grosses ficelles d'Hollywood derrière, qui connaissait très bien. Ah ah. Alors je ne sais pas, je ne connais pas trop l'histoire de Shane Black. Est-ce que c'était pas une époque où il était un peu désabusé, où c'était peut-être un petit peu fait rejeter C'est vrai voilà, ses gros succès coécrits et tout, il date plutôt des années 80 ou 90. Voilà, 2005, voilà, c'est peut-être une réponse à l'évolution de l'industrie cinématographique, allez savoir. En tout cas, on va faire un petit synopsis rapide quand même. C'est l'histoire d'un petit voleur assez maladroit, un peu loser, nommé Harry Lockett, joué par Robert Downey Jr. On va y revenir parce que là aussi il y a une histoire intéressante derrière cet acteur. Donc un gars qui rate son cambriolage, qui est un petit peu à la ramasse et qui pour fuir la police décide de s'immiscer un peu malgré lui dans une sorte de casting et faire l'acteur, voilà, etc. Et il se prend au jeu, enfin du moins il arrive à bluffer ceux qui font passer le casting et il obtient un rôle, visiblement, plus ou moins. Et pour travailler ce rôle, il rencontre lors d'une fête un détective privé, parce qu'il doit jouer le rôle d'un détective privé, qui va le prendre avec lui voilà, pour lui montrer les ficelles du métier, pour qu'il puisse du coup rentrer encore plus dans son personnage. Sauf que voilà, en rentrant dans la vraie vie du détective privé, il va se faire mêler malgré lui à des histoires improbables, et devenir donc une sorte d'enquêteur par défaut, en compagnie de ce détective privé qui s'appelle Gay Perry, et qui est ouvertement gay, joué par Val Kilmer, qui est dans un rôle à contre-emploi assez exquis là-dedans. Et forcément, en plus, là-dedans, rajouter cela à la folie, notre ami Harry Lockett va retomber sur une sorte de crush d'enfance, une amie d'enfance, qui s'appelle Harmony, jouée par elle aussi l'excellente Michelle Monaghan. Et puis, bah, voilà, tout va s'entremêler, machin, action, rebondissement, suspense, un peu, et surtout humour vraiment déjanté. Bon, film qui part dans tous les sens, et avec lequel j'ai eu un peu de mal, même si je reconnais quand même ce côté, voilà, un petit peu potache que Shane Black a su distiller, on va dire, dans L'Arme Fatale. Ça fait longtemps que j'ai pas revu L'Arme Fatale 1 et 2, je crois que j'ai jamais vu le 3, où je l'ai vu aussi, mais il y a longtemps tout ça à la télé. Et je me souviens, L'Arme Fatale, enfin, c'est pas forcément le truc qui me plaît le plus. Moi, les comédies d'action américaines, comédies policières américaines, ça passe ou ça casse. Ça passe très bien en mode Last Action Hero, par exemple. Alors là, c'était subtilement extraordinaire et culte des années 90. Et c'est un peu le problème avec ce Kiss Kiss Bang Bang, c'est que j'ai un peu l'impression que c'est un film, certes réussi dans ce qu'il propose, il y a pas mal de choses très intéressantes, mais qui est à cheval sur plusieurs générations, sur plusieurs décennies, qui a du mal à se situer. Et j'ai eu l'impression d'avoir un peu tout vu et en même temps me dire tiens ça colle pas forcément, etc. Alors ce n'est qu'une interprétation personnelle, c'est juste un ressenti. Voilà. J'étais crevé, il y a peut-être des choses que j'ai pas su laisser glisser sur moi, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai passé un moment correct quand même, voilà, je suis allé au bout sans mal, hein, mais je suis pas forcément rentré à fond dans l'histoire. D'ailleurs l'histoire est secondaire dans ce film, clairement, mais j'ai trouvé ça un peu rocambolesque. Alors c'est un peu le danger de ce genre de film. Moi, avec moi, c'est tout ou rien souvent. Bon, là, c'est pas rien non plus, c'est moins. Mais c'est le genre de film un peu à la Big Lebowski, par exemple. Voilà, c'est un côté frère Cohen aussi. Big Lebowski, j'aime beaucoup.
clairement. Hein. C'est pas mon Cohen préféré, puisque je préfère O Brother, qui a un côté plus classe, enfin un peu plus, voilà, bon, j'en reparlerai un jour. Mais j'aime beaucoup Big Lebowski, mais c'est par exemple un film que si je dois le revoir, je le reverrai, reverrai dans ma vie, mais je dois le revoir dans des conditions particulières, parce que c'est spécial, voilà. Et je pense que hier, je n'étais pas forcément dans les meilleures conditions malgré tout pour découvrir donc Kiss Kiss Bang Bang. Et d'ailleurs, en le voyant, bon, bah, Big Lebowski, oui, je sais pas, j'ai ressenti quelque chose aussi, comme on peut faire un rapprochement, on va dire, avec le film Under the Silver Lake sorti l'année dernière. Alors, rien à voir dans l'ambiance quand même, mais ce côté gars qui est un petit peu loser paumé, qui se retrouve malgré lui au milieu d'une enquête et à devoir lui-même mener une enquête pour en savoir plus, tout en étant intéressé par une fille, c'est exactement l'histoire de Kiss Kiss Bang Bang. Alors évidemment, Under the Silver Lake étant sorti après, peut-être qu'il a été inspiré, entre autres donc par Kiss Kiss Bang Bang, j'en sais rien. Voilà. Alors, moi ce qui m'intéresse dans le film finalement, c'est deux choses. Alors les acteurs sont très bons, on voit qu'ils se font plaisir. Donc, comme je disais, pour Val Kilmer, dans des rôles plus ou moins à contre-emploi, sans grande pression, avec beaucoup de fun. Et on parlait de Robert Downey Jr., il faut savoir que ce film a été fait avant son grand succès improbable avec, dans son rôle de Iron Man dans le Marvel Cinematic Universe. Et il faut donc savoir quand même qu'à l'époque, ça allait pas fort pour Robert Downey Jr. Il a été dans le creux de la vague, un problème de drogue ou d'alcool, ou je ne sais pas, ou des deux. Et c'est un peu ce film qu'il a remis en avant et qu'il a relancé. C'est grâce à ce film, je pense, que Robert Downey Jr. a incarné Iron Man. Après, il a eu la carrière qu'on lui connaît maintenant. Voilà, donc c'est intéressant, quelque part, de voir ce film-là. Et c'est vrai qu'il y est excellent. Voilà, il est excellent. On sent qu'il s'y met à fond. On sent aussi qu'il était un peu en souffrance, qu'il a peut-être utilisé cette souffrance ou ce qu'il avait vécu pour être à fond dans ce rôle-là. Et je pense que c'est donc un rôle qui lui a fait beaucoup de bien et qui lui a peut-être sauvé sa carrière, si ce n'est, allez savoir, sa vie. Allez, parce qu'à force d'être addict et tout, à un moment, ben, on sait ce qui peut arriver. Donc voilà un film intéressant et important. Donc ça m'a intéressé. Val Kilmer est très bon. Michel Monaghan aussi. Donc pas de problème. L'histoire, c'est ça qui m'a un peu... Enfin, c'est pas que ça m'a dérangé, mais en fait, ça passe tellement au second plan, il y a des rebondissements, des personnages dans tous les sens. Disons que c'est compliqué au-delà de ce que ça aurait dû l'être, parce que c'est un film qui se veut fun et décalé. Mais donc, ce qui m'intéressait aussi, c'est le décalage. Alors, parfois, à cause de la complexité apparente du bordel, et parfois, ça se veut être sérieux. Il y a des messages un peu sérieux. Par exemple, il y a une critique de l'inceste ou de la violence, entre guillemets, ou de l'abus qu'on peut faire envers les femmes. Donc, c'est intéressant. Mais c'est vrai que ça dénote. C'est aussi voulu. Ce qui m'intéressait, donc, c'est le côté déstructuré et parodique, quelque part, notamment sur le point de vue général du film, qui est en fait raconté façon narrateur par le personnage principal, Harry Lockhart, qui nous présente l'histoire et tout, et qui la conclura, elle, d'ailleurs, en forme narrateur, et merci d'avoir regardé le film, quoi, grosso modo, c'est assez intéressant. Et c'est cool parce que tout le début du film, je le trouve génial. Avec, voilà, il fait flashback, il présente sa vie, son parcours, mais en fait, il oublie des détails parce qu'il dit « Ah, je raconte mal », alors qu'il revient en arrière, à un moment, il rencontre un personnage, il lui dit « Ah, mais oui, mais en fait, je vous ai pas dit », il revient en arrière, donc c'est là où il rencontre Harmony dans cette soirée, qui est en fait une de ses amies d'enfance, avec qui il jouait le magicien, par exemple, bon. Bref, et c'est cool, c'est super cool. L'exposition avec cette façon de raconter les choses, moi j'ai bien aimé, les retours en arrière, voilà, où il brise le quatrième mur, ce film brise le quatrième mur, et surtout au début. Et c'est un peu le souci, c'est que voilà, c'est comme ça que le film se lance, et c'est comme ça que ça se conclut, avec des actes. L'histoire est racontée en actes, quoi, partie 1, partie 2, partie 3, partie 4, c'est logique. Mais voilà, vers son milieu, ça se perd un peu et on perd ce cachet-là, je trouve, puisqu'on se ressent plus sur l'action, ce qui est normal. Alors c'est logique aussi parce que ça serait peut-être un peu lourdingue de faire ça pendant tout le film, enfin à fond, parce que bon, il y a toujours des petites références méta, hein, malgré tout. Mais tout ce cachet de l'intro du film, finalement, se noie ensuite dans ce qui se passe. Et bon, il faut quand même bien mettre quelque chose en... Enfin, il faut mettre des enjeux et tout, sauf que pour moi, les enjeux n'ont pas pris. Voilà. Alors, heureusement, l'humour est bon. J'ai bien aimé l'humour, notamment le personnage de Val Kilmer. Il y a des petites répliques qui sont quand même fortes. Il y a des situations improbables, à un moment, autour d'un doigt, par exemple. Voilà, j'en dis pas plus.
Et puis, ouais, et puis c'est rocambolesque, on sent quand même, on se met à la place du personnage. Harry Lockhart, à la base, il est là juste pour fuir la police, et il se retrouve quand même impliqué dans des choses encore plus graves qui le dépassent. Donc, moi, je trouve ça cool. Mais voilà, c'est vraiment l'anti-héros. Le personnage de Robert Downey Jr., c'est assez sympathique à suivre quand même, malgré tout. Mais l'ensemble du film en lui-même m'a un petit peu laissé de côté, je vous l'avoue. Voilà. Mais c'est intéressant quand même, parce qu'il y a une critique d'Hollywood aussi, et ça j'en parlais donc il y a quelques minutes, en plus ou moins intro de la vidéo. Sans révéler comment le film se termine, il y a un moment où il y a une critique ouverte de comment se termine un film d'habitude, ou pour plaire aux spectateurs, ou pour parce que le produit. À un moment, il y a clairement ah, mais les producteurs ils repassent derrière à un moment parce qu'on n'accepte pas ça, donc finalement on fait ci, etc. Bon, je veux pas en dire plus, mais c'est marrant parce que quand on sait ce qui s'est passé l'année dernière pour Shane Black, c'est amusant. Parce que Shane Black, l'année dernière, il a sorti son reboot remake de Predator, qu'il avait donc coécrit, enfin il avait assisté à la naissance, il avait aidé à la naissance de ce projet, de ce film-là, de John McTiernan. Et donc s'il a voulu faire un remake reboot à la base, c'est que peut-être il y avait foi en ce projet. Et au final, je l'ai pas vu, hein, le film, mais de ce que tout le monde dit, c'est un flop, c'est un navet, c'est pas bon, ça a été bâché dans tous les sens. Et apparemment, si j'ai compris aussi, Shane Black lui-même a renié son projet. Alors que s'est-il passé? Parce qu'apparemment, ça s'est transformé en comédie à la con. Est-ce que Shane Black voulait vraiment faire un remake reboot d'une de ses œuvres, enfin de ses co-œuvres, enfin oui, voilà, il a co-écrit, hein, je pense, pas mal de trucs. Est-ce qu'il a vraiment voulu en faire un remake parodique? Peut-être, mais ça me paraît bizarre. Est-ce qu'il n'y a pas eu quelques pressions des producteurs, ou est-ce qu'il s'est pas fait un peu charcuter au montage, ou son cahier des charges? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est assez drôle de voir que, donc 13 ans après Kiss Kiss Bang Bang, où il critique un peu Hollywood, machin, tout ça, etc., il a sorti un truc où je pense qu'il n'a pas été maître de la situation. Alors est-ce qu'il a eu besoin d'argent? Est-ce que, en gros, il s'est fait paralyser son projet, détourner son projet? Mais pourquoi est-il allé au bout à ce moment-là? Ou alors, peut-être qu'il a vraiment voulu faire ça, mais qu'il l'a regretté après, ou j'en sais rien. C'est bizarre. Comme quoi, finalement, Kiss Kiss Bang Bang porte un double regard. Au-delà, donc, si on a aimé ou non le film, franchement, peu importe, j'ai mis 6 sur 10 à ce sens critique, mais ça veut rien dire. C'est juste que j'accepte le fait que ce film puisse être considéré comme super cool par certains, et j'avoue moi-même qu'il y a des trucs donc super cool, j'en ai parlé. Bref, Kiss Kiss Bang Bang, pour moi, du coup, il a cet intérêt, que ce soit en regardant vers le passé ou vers l'avenir. Vers le passé, parce que il a participé à ces gros blockbusters, ou ces films cultes, etc. Et que là, on dirait qu'il prend un peu de recul, ou alors prendre du recul sur cette industrie qu'il a un petit peu laissé tomber, ou sur comment le cinéma avait évolué après, donc dans les années 2000. Mais donc, on peut regarder ça après, donc 13 ans plus tard, oui, quand même, il réalise un film qui fait un gros flop et qui est raté pour beaucoup. Enfin, apparemment, il n'y a pas grand monde qui en a dit du bien. Voilà, donc c'est intéressant à analyser. Je pense que ça peut faire. Shane Black, finalement, sa carrière, elle peut faire preuve d'une analyse plus profonde, thématique, dans certaines écoles de cinéma, hein, je pense, sur l'avant, Kiss Kiss Bang Bang, et l'après. Parce que il y a quelques paradoxes ou une évolution étrange qui mériterait ici d'être poussée dans une réflexion plus importante. Je ne sais pas. Voilà, je pose ça comme ça. Peu importe, vous en faites ce que vous voulez. Moi-même, je ne pense pas en faire grand-chose, si ce n'est peut-être que, je sais pas, dans 10-20 ans, je me mets à m'intéresser à fond à sa carrière, et que j'en écris une thèse, mais ça, j'en doute vraiment. Je pense pas que j'aurais que ça à faire, de toute façon. Voilà, non, mais c'était intéressant quand même de voir Kiss Kiss Bang Bang. Ça permet d'avoir un regard méta sur l'industrie cinématographique aussi, et donc d'assister à ce phénomène-là, et aussi à la résurrection du Robert Downey Jr. qu'on connaît depuis. Voilà. Donc c'est un film intéressant et un peu pierre angulaire malgré tout d'une certaine forme de cinéma. Que ce soit autour de la comédie d'action ou dans son côté blockbuster. Voilà, voilà. Bref, j'arrête ici, je vous dis à la prochaine. Ciao.